Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue à cet atelier dédié aux personas. Alors rapidement, moi je suis Agnès Guillon-Robin. Je suis directrice de l'agence nantaise No Pain No Gain, qui est spécialisée dans tout ce qui est stratégie marketing et surtout stratégie éditoriale, production de contenu, les bons mots, le bon moment. Voilà. Et je suis accompagnée ce matin par... Et donc, je suis Audrey Gaillot, je suis directrice de clientèle chez Comme Caféine. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Comme Caféine, c'est une agence de communication globale. Et donc voilà, on est ravis de vous accueillir ce matin sur cet atelier. On va le co-animer avec Agnès parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble en fait depuis quelques années. Sur la partie stratégique, sur tout ce qui va être définition de plateforme de marque, justement identification des personas. Et puis sur la partie éditoriale, donc charte édito, content de manière globale. Donc voilà, on s'est dit que c'était pertinent et plutôt intéressant de travailler ensemble sur cet atelier. Donc c'est un atelier qui va durer 45 minutes. On est chronométré. Il y a un pitch après, 5 minutes après, donc on va pas pouvoir prolonger plus que ça. Donc on va vous proposer de faire 10-15 minutes de théorie avec Agnès, donc pour vous donner des clés, pour vous nourrir sur le sujet, et puis ensuite de passer sous format atelier pendant 30 minutes. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas aussi, on pourra y répondre rapidement, et puis en tout cas, on peut se retrouver sur le stand de Comcaf par la suite. C'est bon pour tout le monde ? Alors c'est parti. Du coup, le persona, on s'est dit qu'on allait le commencer comme une belle histoire. Effectivement, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, le persona, c'est l'histoire finalement d'un personnage semi-fictif qui représente, pour chaque entreprise, pour chaque marque, le client idéal. Donc vous avez sans doute entendu parler de persona, on parle aussi de buyer persona. Okay, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle pas d'un seul persona. En général, dans les entreprises, on estime qu'il y a en moyenne 2 à 5 personas. Parce que vous avez forcément 2 à 5 types de clients cibles, idéaux. Okay, l'idée, c'est qu'on ne va pas au-delà non plus, parce que là, dans ces cas-là, on est dans un système d'hyper-individualisation, et ce n'est pas forcément pertinent en fonction de ce que vous vendez et en fonction de votre marché. Alors, si ça commence comme une belle histoire, après, vous allez voir, ça n'a rien de magique, on ne sort rien de notre chapeau, parce que finalement, le persona, son objectif, c'est de réaliser un portrait robot, le plus proche de la réalité de votre cible, de votre client idéal. Et pour ce faire, on n'invente pas les choses. On ne se dit pas, tiens, il aime le bleu, il utilise Facebook et puis il achèterait bien tous nos produits. Non, on se base bien évidemment sur des études, on se base sur des entretiens quali, sur des focus group. En fait, on n'a pas révolutionné le marketing. C'est juste qu'on a plutôt optimisé la façon dont on utilisait les données sur ses clients. L'idée, c'est que voilà, on les observe plus, on observe nos clients en situation d'expérience vis-à-vis de notre marque, vis-à-vis de nos produits. On les questionne, on utilise aussi toutes les datas qu'ils génèrent. Aujourd'hui, la réalité, c'est que notre client, il est ultra connecté. Et le fait d'utiliser ces données, c'est une manière d'approfondir notre connaissance sur ses motivations, ses envies, ses besoins. Voilà. Derrière, ce qu'on essaye, derrière ce qu'on essaye d'identifier et de réunir comme information sur ce persona, c'est comme vous le voyez, et c'est pas du tout une liste exhaustive, c'est voilà, son nom, son âge, sa situation professionnelle. J'ai envie de dire ça, rien de nouveau par rapport à ce qu'on pouvait faire d'un point de vue segmentation. Mais on va plutôt aller creuser ses habitudes, ses motivations, ses freins. Finalement, on se pose rarement la question de qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils ne me choisissent pas en tant que marque partenaire ou en tant que marque préférée. C'est aussi aller se poser des questions autour de ses moyens de communication privilégiés. Je pense que s'il y a des communicants dans la salle, vous savez bien qu'au bout d'un moment, la communication, on peut s'essouffler et finalement, être performant, c'est aller se poser la question de où est-ce que je trouve mon persona et donc où est-ce que je vais aller lui déployer le bon message au bon moment plutôt que de viser tous les médias de manière complètement indifférente, on va dire, indifférenciée. Quelles sont ces sphères d'influence ? C'est important aussi de se poser la question de est-ce qu'il y a des gens qui peuvent rentrer dans le système de décision, dans le mode de décision de mon client ? Parce que finalement, ça signifie qu'a priori, il va falloir aussi viser ces gens-là et les faire rentrer dans l'expérience globale que vous allez déployer. Quelles sont ses limites,
ces besoins. Voilà, j'ai un peu résumé ces informations. Et sachez que là, on vous a donné simplement une liste non exhaustive en fonction de votre marque, en fonction de votre produit, de vos produits. Vous allez aller chercher des choses plus précises. Okay ? Alors bien sûr, ayant dit ça, on réalise très rapidement que finalement le persona, ça devient un outil de précision et un allié de performance dans le pilotage de l'expérience qu'on veut déployer auprès de notre client. Tout simplement parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, ça permet de mieux appréhender le comportement de votre cible, mieux le comprendre, ses besoins, ses motivations. Ça permet d'élaborer la stratégie marketing qui est adaptée à ses attentes et plus une stratégie marketing complètement floue. On va vraiment dans une réponse pointue et précise par rapport à des besoins et des motivations précises. Ça permet, pourquoi pas, de développer des nouveaux services, des nouveaux produits. Bien sûr, d'optimiser l'expérience client, c'est tout ce qu'on recherche. Et puis, et ça, c'est quelque chose qui m'est très cher et qui est très cher dans l'agence No Pain No Gain, c'est assurer la concrétisation d'une stratégie d'inbound cohérente. C'est-à-dire, voilà, maintenant que je connais mon persona, je sais aussi comment il parle, je sais quel type de communication il consomme, je sais où il va se renseigner. Donc ça permet de piloter de manière hyper pointue toute la partie contenu et production de contenu d'une marque. Donc comme je vous le disais, c'est un allié de poids qui est un incontournable quand on veut déployer une expérience client de qualité, précise et performante. Alors derrière, on vous a, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis pour certains, ça va forcément leur parler, on vous a donné 2 exemples parmi tant d'autres. Hein. Il n'y a aucune visée d'exhaustivité dans ce qu'on est en train de vous montrer. Mais à titre d'exemple, voilà un canevas de persona en B2C. Donc là, vous voyez, on précise notre client cible. Alors, un persona, on va très loin hein, dans le côté personnalisation, c'est bien parce que quand on vous dit semi-fictif, on va jusqu'à lui mettre un visage, on lui donne un nom, on peut même lui mettre un petit quote, sa façon de parler. Tout ça pour aller au plus loin dans le fait de se mettre dans les chaussures de son client et de mieux le comprendre. Là, pour le coup, c'est quelles sont ses valeurs, ses centres d'intérêt. Vous voyez le côté très visuel sur quels sont les réseaux sociaux qu'il utilise, quels sont ses buts, ses problématiques. Derrière, on vous a également donné un exemple de Canva pour le B2B, parce que oui, dans le B2B, il ne suffit pas de segmenter les entreprises qu'on vise, parce que derrière une entreprise, il y a une multitude de décideurs. Vous avez peut-être une seule personne en face de vous, un acheteur par exemple, le décideur de l'entreprise, mais derrière, il peut y avoir l'utilisateur, l'auditeur, etc. Donc c'est hyper important, cet exercice de persona. C'est presque d'autant plus important dans la partie B2B, parce que vous en avez pas mal en fait, qui comptent et que vous devez prendre en compte, même s'ils n'apparaissent pas de façon frontale et directe dans la relation que vous avez à la marque. Donc là, voilà. Donc on va plutôt mettre là le focus sur l'entreprise cible, son chiffre d'affaires, et puis derrière, se poser les questions d'objectifs et besoins et critères de décision, etc., de notre persona dans son cadre professionnel. Mais pas que, parce que même si on est dans une relation B2B, un persona B2B, il a aussi des freins et des motivations personnelles dans son cadre professionnel. Donc ça rend l'exercice encore plus complexe. Quelques exemples de mise en musique. Alors là, vous avez Chloé et Jean-Claude, visiblement pour la même marque. Donc vous voyez, un outil très visuel qui permet aux équipes marketing et de communication de rapidement s'imprégner du persona et donc rapidement intégrer les éléments qui doivent rentrer en ligne de compte dans la construction de l'expérience. Donc là, voilà, je ne vais pas vous les détailler, mais par exemple pour Chloé, bon, elle a 24 ans, elle est chef de projet junior, elle est célibataire, elle vient de Nantes, elle fait bien. Elle a comme centre d'intérêt la culture, les voyages, la gastronomie. Elle utilise beaucoup Internet, beaucoup les apps et énormément les réseaux sociaux. Donc, a priori, il va peut-être falloir qu'on aille intégrer ces médias-là pour aller lui parler.
Et puis, comme objectif, elle veut une vie sociale épanouie, contribuer à un monde meilleur. Ça commence à donner potentiellement des angles sur la façon dont on va aborder Chloé dans l'expérience qu'on va lui proposer. On peut en montrer d'autres, mais là, vraiment, c'est juste pour vous donner des exemples. Parce qu'en finalement, pour chaque entreprise, comme je vous l'ai dit, on peut avoir sa fiche persona, parce qu'on ne va pas aller appuyer sur les mêmes choses, bien sûr. On ne va pas aller s'intéresser aux mêmes besoins, aux mêmes motivations, ou aux mêmes axes de communication, on va dire, en fonction de ce qu'on vend et en fonction de l'expérience qu'on veut déployer. Donc là, vous avez par exemple, par contre, une fiche persona pour un persona B2B. On a Christian, qui est DRH, et lui, ce qu'il veut, c'est assurer la conduite du changement. Et donc l'intérêt, c'est que voilà, on arrive vraiment lui à personnaliser pour le coup ses objectifs d'un point de vue professionnel, parce que forcément, en tant que marque potentiellement partenaire, c'est important de voir comment on peut s'inscrire dans ses objectifs. Et également, on peut aller définir ses frustrations, parce que c'est aussi en connaissant ses frustrations qu'on peut mettre, nous, en lumière les enjeux marketing et aussi de communication pour aller jouer dessus et faire comprendre que l'entreprise et notre marque vient répondre à ces frustrations et donc est une solution à ces limites. Voilà. 15 minutes, nickel. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette première partie plus théorique, des choses sur lesquelles vous souhaitiez qu'on insiste peut-être ou qu'on revienne? Alors, il faut faire qu'on passe le micro. Alors, je vais aller apporter le micro. Ouais, mais c'est pour la caméra. Merci. Il existe une approche des personas par foyer. Ça a été développé notamment par un cabinet qui s'appelle Eranos. C'est quoi votre perception par rapport à ça? Plutôt que de considérer chacune des personnes à l'intérieur d'un foyer, là je parle évidemment B2C, quelle valeur ça peut avoir de considérer simplement le persona comme un foyer? Déjà, ça limiterait le nombre. On reviendrait sur la norme de 2 à 5, comme vous disiez tout à l'heure. Mais c'est quoi votre perception par rapport à ça? Est-ce que c'est pertinent finalement? Tu veux répondre, Audrey, ou tu veux que j'y aille? Vas-y, je te laisse. Merci Christophe. Alors, je dirais, en fait, finalement, il n'y a pas de réponse. Alors, ça va être nul comme réponse. Il n'y a pas de réponse idéale. Je dirais qu'en fonction, effectivement, de la marque et de la marque, ça peut avoir une pertinence. Mais comme ça, naturellement, pour moi, aborder un persona au foyer, au regard de ce qu'on vient de vous dire, et au bout d'un moment, il faut avoir un parti pris aussi sur les personas. Nous, vraiment, l'enjeu, c'est de se dire, on pilote au mieux, grâce à ces personas, l'expérience qu'on propose, et également la communication qu'on va déployer. Au sein d'un même foyer, je pense qu'on a quand même un certain nombre d'utilisateurs qui ont en tous les cas, des comportements, notamment de communication, qui sont très différents. Donc, je dirais qu'on a un pilotage qui m'apparaît comme ça, de prime abord, peut-être moins précis, mais qui peut se justifier en fonction de certaines marques, oui. Ça répond à votre question. Bonjour, j'avais une petite question. Au moment de la construction du persona, est-ce qu'il y a des biais à éviter pour avoir un persona réaliste, même si ça reste un personnage fictif? Alors, tu veux? Les biais, oui, il y en a forcément, il y en a toujours. L'idée étant, et c'est pour ça que le meilleur moyen de les éviter, parce qu'en fait, on peut aussi juste se faire un peu plaisir en réalisant des personas. Alors, plus que des biais, c'est plutôt une méthodologie. C'est de se dire, c'est pas en ayant interviewé trois clients de manière, certes, très privilégiée en interview face à face et qui vient confirmer ce que moi j'ai envie d'entendre, qu'on a abouti une fiche persona pertinente. Je pense que c'est plutôt de se dire accepter systématiquement de repartir un peu de zéro et de rentrer aussi dans une vraie démarche d'observation. Donc c'est partir des données brutes que nous fournissent aujourd'hui le marché, et pas forcément que nos clients, parce que finalement c'est intéressant de se poser la question de est-ce que moi dans mes clients actuels je ne peux pas intégrer d'autres motivations, d'autres besoins, etc. Mais c'est vraiment toujours repartir de l'observation, de l'analyse de la donnée, et c'est peut-être ça juste la limite, c'est que avec cet exercice de persona, comme on a tendance à se dire bah voilà, on est dans un exercice de client semi-fictif,
on peut avoir l'impression, enfin, certaines entreprises peuvent avoir l'impression qu'à partir du moment où elles ont observé leurs propres clients, quelques-uns de manière privilégiée, elles ont la science infuse. Donc, moi, souvent, je dis qu'il faut systématiquement aller confronter les premières conclusions par de l'enquête plus globale, par aussi de l'observation en direct. On parle beaucoup de ça dans tout ce qui est UX, où on se dit on va aller observer notre client et notre utilisateur dans sa démarche de consommation et d'expérience. Donc toujours repartir sur le terrain pour aller aussi confirmer ce qu'on a vu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Alors maintenant... Alors voilà, on vous propose cette fois-ci de travailler à votre tour. Vous êtes sur un format atelier, donc forcément c'est participatif. On vous propose pour cet atelier de travailler justement sur l'identification des challenges de communication grâce au persona. Ce qu'on vient d'expliquer avec Agnès, l'importance pour ensuite adresser le bon message à la bonne personne par le bon levier, etc. Donc on vous propose, pour vous poser un petit peu le contexte, de vous mettre dans la peau d'un créateur d'entreprise. Là, en l'occurrence, on est parti sur un réseau de magasins d'achat et de revente de produits d'occasion. Donc concrètement, c'est que vous avez des magasins qui achètent des produits aux consommateurs au B2C, des produits qu'ils vont tester, qu'ils vont estimer, et puis ensuite, ils vont les revendre dans leur magasin au meilleur prix, des produits qui sont garantis, etc. C'est dans tous les secteurs, dans tous les univers, que ce soit dans l'high-tech, l'informatique, la téléphonie, le culturel, etc. Donc, on l'a vu, il y a une étape qui est forcément incontournable, c'est nos personas. Alors, on vous a un petit peu mâché le travail là-dessus parce que sinon, l'atelier allait être un petit peu trop long. Donc, on vous a identifié vos personas, qui sont au nombre de 4 pour le coup. Donc, on a notre ami le futé, l'éco-responsable, la prudente et le chineur passionné. Je vais rentrer un petit peu dans le détail pour vraiment les qualifier. Donc, on a pour le futé Théo, qui a donc 20 ans, qui est célibataire, qui est étudiant en marketing et qui vit sur Lyon. Ses habitudes de consommation, donc lui, il a plutôt des moyens financiers qui sont assez réduits. Donc, il va finalement aller chercher de l'occasion, faute de pouvoir acheter du neuf. Avec l'occasion, il souhaite consommer comme les autres. Donc, il va avoir accès à des produits de luxe parce que ça va coûter moins cher et qu'il va pouvoir les acheter. Je vais me détendre, il n'y a pas de souci. Il souhaite vendre aussi, donc il est acheteur mais il est aussi vendeur, vendre aussi pour financer ses achats. Il peut traverser des périodes économiques assez difficiles, donc il souhaite avoir du cash immédiatement pour pouvoir racheter et honorer ses engagements. Et puis il aime aussi se faire plaisir et s'offrir des produits de plus haut de gamme avec un budget qui va être ISO par rapport aux produits neufs. Donc ça c'est notre futé. Ensuite, on a l'éco-responsable, qui est forcément un persona qui est très important dans cette notion d'achat-revente de produits d'occasion. C'est Sébastien, il a 42 ans, il est en couple, il n'a pas d'enfant, il est ingénieur informaticien et il habite sur Paris, il est en appartement sur Paris. Donc lui, il a déjà amorcé sa transition écologique, donc bravo Sébastien. Il a des valeurs et des convictions qui sont fortes sur le thème de l'écologie. Alors, il n'est pas pour autant militant, mais en tout cas, il essaye de respecter cet engagement au travers de ses achats. Il achète régulièrement plutôt sur les vide-greniers, sur le Bon Coin, dans les ressourceries pour cette notion de circuit court et de réutilisation de produits d'occasion. Et puis, il a tendance à donner aussi à des associations. Notre troisième persona, ça va être la prudente. Donc, c'est Sylvie. Elle a 65 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants qui ne font plus partie du domicile. Elle est donc retraitée, c'est une ancienne professeure des écoles, et elle vit dans une maison de campagne en Normandie. Au niveau de ses habitudes de consommation, avec son mari, ils sont plutôt sur des modes de consommation de masse des années 90-2000. Donc ils vont rechercher la nouveauté, ils achètent du neuf en fonction de leur pouvoir d'achat, parfois au détriment de la qualité, donc ils vont plutôt miser sur du prix au détriment de la qualité. Ils ont tendance à jeter après avoir utilisé leurs produits. Et ils entendent bien les messages environnementaux qu'on leur envoie, mais pour eux, voilà, c'est compliqué de changer leurs habitudes. Donc, ils n'ont pas forcément envie de prendre le risque et d'y consacrer du temps. Et puis, notre quatrième persona, donc, c'est le chineur passionné. Donc, pour le coup, là, c'est Émilie. Elle a 35 ans. Elle est pacsée, elle a un enfant. C'est une musicienne. Et elle habite sur la région de Toulouse. Émilie, c'est une ultra-consommatrice de sa passion. C'est-à-dire qu'elle chine. Elle peut collectionner et elle est plutôt experte selon ses sujets. Donc on peut imaginer que c'est par exemple la musique dans son cas.
Elle fréquente des plateformes de revente d'occasion sectorielles. Elle se rend régulièrement au magasin. Elle s'abonne aussi à des newsletters pour surveiller des arrivages. Voilà, elle est plutôt curieuse et voilà, c'est une chineuse. Et puis, elle a tendance aussi à revendre ses produits pour financer l'achat de d'autres produits, pour nourrir aussi ses collections dans la musique, par exemple. Donc voilà, là, c'était un zoom sur nos 4 personas, que vous les ayez bien à l'esprit, pardon. Et ce qu'on vous propose, en fait, c'est de vous mettre par groupe, alors en fonction du volume qu'on aime, on peut faire 8 groupes, sur les manches debout. On va vous donner des crayons et ce qu'il faut. C'est de venir identifier finalement les besoins et les freins de ces personas, ce qui va vous permettre par la suite de venir définir les challenges de communication que vous allez pouvoir vous fixer, donc vos objectifs de communication, pour aller toucher ces personas, et puis les séduire évidemment pour qu'ils viennent et qu'ils passent dans votre magasin, enfin dans votre réseau de magasins d'achat et revente. Donc, vous pouvez créer des équipes et donc faire ça en 2 temps, c'est-à-dire de d'abord tous ensemble définir voilà, les besoins d'Émilie, de Sébastien, etc. Ce sont ceux-là. Quels sont leurs freins, eux, en tant que persona, de futé, de brudent, d'éco-responsable, etc. Pourquoi ils pourraient ne pas décider de venir dans notre réseau? Et puis, dans un deuxième temps, une fois que vous avez bien défini ces besoins et ces freins, c'est de venir identifier vos challenges, donc vos objectifs de communication. Et puis, éventuellement, si on a encore un petit peu de temps, c'est de venir réfléchir à des idées de contenu que vous pourriez aussi adresser à ces différentes personas. Donc, ça peut être par des vidéos, par des messages très spécifiques qui va pouvoir venir les convaincre de passer dans vos enseignes. Là, tu les aides. Hein. Donc, on va vous mettre sur les tables ce principe de tableau. Donc, on a laissé des blocs vides, évidemment, pour vous permettre de compléter. Et donc, vous retrouverez les 4 personas. Alors après, vous faites peut-être en fonction de, si vous le souhaitez, des personas, s'il y en a qui vous parlent plus que d'autres, ou alors vous vous installez comme vous le souhaitez. Et puis, si on peut, on essaiera de faire un petit... voilà, d'évoquer après les différentes... les besoins, les freins de chaque persona que vous avez pu identifier pour mettre un petit peu en commun ce travail. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est clair? Oui? Si vous avez des questions, on va passer vous voir. Je ne l'ai pas précisé, mais en effet, il y a 2 approches, c'est en tant qu'acheteur et en tant que vendeur, puisqu'on peut faire les deux. En tant que futé ou éco-responsable, on peut venir acheter et on peut venir vendre.
On se laisse peut-être encore 5 minutes si on va avoir le temps de mettre un petit peu en commun par la suite. Après, Alors, je vais malheureusement devoir vous arrêter dans votre dynamique, parce que je vois que les personas qu'on vous a proposés vous ont particulièrement inspiré. Ce que je vous propose, c'est parce qu'il nous reste 9 minutes, et on est particulièrement chronométré parce qu'il y a un pitch à 11h20, oui, c'est ça ? Exactement. Pour que ça soit le plus intéressant pour vous, je vous propose qu'on vous dévoile ces personas, leurs besoins, leurs freins, et puis toute cette partie idée de contenu et challenge de communication associée. Comme ça, vous allez pouvoir confronter ça à ce que vous avez pu indiquer. Mais en passant dans les différents groupes, en tout cas, on a trouvé avec Audrey que c'était particulièrement pertinent ce que vous mettiez en avant. Donc, et puis, n'hésitez pas à compléter aussi, si oui, vous avez identifié d'autres besoins, freins et puis d'autres challenges. Donc, revenons à Théo. Théo, ses besoins en tant qu'acheteur, donc c'est le futé, ses besoins en tant qu'acheteur, bien évidemment, c'est d'optimiser son budget et d'accéder au service du neuf, mais au prix de la seconde main. Donc oui, il veut du local, de la proximité, de la garantie, du magasin, des conseils. Et en tant que vendeur, ce qu'il veut, il veut quelque chose d'efficace immédiatement. Parce que quand il est en tant que vendeur, Théo, il a besoin d'argent rapidement. Donc, il veut la certitude que si, en tous les cas, il apporte des produits de qualité, ils vont lui être repris et il va être payé immédiatement. Versus, par exemple, un concept de dépôt-vente qui ne lui irait pas du tout. En termes de freins, forcément, en tant qu'acheteur,
il se pose la question de est-ce que ce système de réseau de seconde main me permet d'atteindre le meilleur rapport qualité-prix versus les systèmes type Le Bon Coin, en tous les cas de particulier à particulier, qui peuvent, en tous les cas, pour lui, représenter une solution pertinente. Et en tant que vendeur, eh bien, c'est cette notion de est-ce que finalement, il m'achète au bon prix? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre une partie de l'argent que j'aurais pu me faire sur un système particulier à particulier? Donc, il a besoin d'être rassuré aussi sur la bonne estimation de son bien. En termes de challenge, du coup, à relever, eh bien, Théo, il faut qu'on mette en avant, bien évidemment, l'aspect économique de la démarche. Finalement, le réseau de seconde main lui permet d'acheter et vendre et d'atteindre finalement une situation en termes de pouvoir d'achat qui est pertinente et qui lui est favorable. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, ce qui est très intéressant, là, vous avez vraiment une manière, un persona traité dans le cadre d'une charte éditoriale, c'est ce que je vous disais au début, parce qu'en fait, on peut s'arrêter au challenge à relever, mais finalement, tout ça, ça vient aussi nourrir des idées de messages et de contenus qu'on peut déployer vis-à-vis de Théo. Donc, pour répondre au challenge qu'il représente, eh bien, on peut mettre en place des vidéos pédagogiques, des petits tutos sur comment se fait l'estimation d'un bien dans notre réseau. Ça peut être également des réels sur Instagram ou sur TikTok pour lui montrer les nouveautés high-tech. Donc, j'accède au neuf, au prix de l'occasion. Ça peut être également la mise en avant de jeux vidéo, parce que Théo, c'est un grand consommateur de jeux vidéo. Ça peut être également de pousser le fait de déconfiner ces objets ou dans tous les cas de les proposer à la vente pour se faire un petit peu d'argent de plus en fin de mois. Voilà pour Théo. Pour l'éco-responsable, je ne sais pas si on va avoir le temps de balayer les 4, mais c'est pas grave. Sur l'éco-responsable, donc Sébastien, ses besoins en tant qu'acheteur ou vendeur, lui, il va plutôt chercher à diminuer son empreinte carbone en achetant forcément et en vendant d'occasion. Il va chercher aussi à revendre les produits qu'il n'utilise plus. Donc, il va se dire, j'ai des téléphones et des objets dans mon placard que j'utilise plus. Donc, je vais leur offrir une seconde vie. Et puis, au travers de ça, forcément, je vais avoir une économie plus vertueuse. En termes de freins, il va plutôt avoir tendance à privilégier ce type de réseau et d'enseigne parce que il sait qu'en tant qu'acheteur, il pense qu'en tant qu'acheteur, en tout cas, ça va lui coûter plus cher que s'il achetait en effet sur Le Bon Coin ou en tout cas en particulier à particulier. Il va peut-être aussi se dire qu'il y a un rôle sociétal qui n'est pas assez mis en avant, pas assez poussé sur ce type d'enseigne. Et donc ça, c'est quelque chose qui va lui manquer et qui va peut-être être un frein pour pouvoir faire la démarche d'aller dans ces magasins. Dans la même lignée, c'est-à-dire que ces enseignes, pour lui, ont une image qui sont un peu dissonantes par rapport à ses valeurs. Et puis, il a aussi cette crainte du recel de produits, de se dire peut-être que je vais acheter un téléphone, mais que c'est un téléphone volé, et que voilà, c'est une image qui n'est pas forcément toujours très positive, et ça peut être un frein pour lui. Et puis, en tant que vendeur, il va trouver que c'est trop commercial, finalement. Ce n'est pas dans ses valeurs d'aller vendre un produit, de récupérer du cash. C'est des mots qui ne lui parlent pas forcément à Sébastien. La sécurité aussi. Est-ce que quand je vais acheter un téléphone, il va vraiment durer le temps que pourrait durer un produit neuf ? Donc ça va être un frein pour lui. Il va avoir la peur de se faire arnaquer, donc que ce ne soit pas racheté au meilleur prix aussi, et puis la peur que ce ne soit pas éthique. Donc en termes de challenge de communication à relever, il va falloir qu'on vienne, au travers de notre communication, prouver à Sébastien qu'acheter et vendre d'occasion, c'est un engagement et c'est un mode de vie, et ça fait partie de nos valeurs dans notre réseau. En termes d'idées de contenu adaptées, pareil, on peut avoir un principe d'infographie qui vont reprendre les grands principes de l'engagement de l'enseigne, mais aussi avec des preuves, puisqu'on ne fait pas que dire on a des engagements forts, il faut aussi qu'on les justifie, qu'on les prouve. On peut faire aussi des sondages, acheter un iPhone dans notre réseau, ça vous permet d'économiser X kilos de CO2 par exemple, donc ça c'est des petites informations qui vont parler forcément à Sébastien. Et puis avoir aussi par exemple des vidéos ou des petits tutos qui vont montrer que l'authentification des produits, comment ça fonctionne, les différentes étapes qu'on met en place dans nos magasins pour authentifier les produits et montrer qu'ils sont de bonne qualité et qu'ils fonctionnent. Et là, on vous a rajouté aussi, je ne l'ai pas dit pour
Pour Où est-ce qu'on Théo, va les sa trouver présence digitale. Donc, en fait, finalement, ça sert à rien d'aller produire ses contenus ailleurs que sur Twitter, Facebook, Le Bon Coin, parce que c'est là, en fait, qu'on va le trouver. Donc, autant ne pas perdre son énergie à aller ailleurs, avoir des mauvais résultats en termes de suivi, de clics, etc. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est essentiel. Là, vous avez vraiment devant les yeux une fiche persona aboutie, tant d'un point de vue marketing que d'un point de vue éditorial. Et ça devient vraiment votre boussole. Je me permets cette petite conclusion parce qu'il est clair que, vu le timing, on n'ira pas sur les 2 derniers personas. Je vous propose, je pense, de mettre un terme à cet atelier. Oui, on peut, en effet. Je vous remercie pour l'attention et pour la participation y avait à une l'atelier. question. Une question. Alors, attendez. Je vous donne le micro. Je suis navrée. Question, comment on arrive à construire, à remplir finalement ces personnages? Là, nous, on a fait un peu à notre sauce en table ronde, mais c'est quoi le processus pour arriver à ces personnages complètement définis? Ou la méthode? J'ai pas entendu le début le processus pour... c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est au travers d'études, au travers de questionnaires qu'on peut mener avec des consommateurs, et c'est ça qui va nous permettre d'arriver à ce type de fiche. C'était ça la question? Oui, c'était ça. Ouais. C'est des entretiens quali, c'est des études plus quanti pour aller, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, pour aller confirmer les axes et les angles qu'on a pu identifier. C'est aussi aller regarder des consommateurs de la concurrence, parce qu'ils ont aussi potentiellement des comportements similaires, et puis finalement, ce serait pas mal qu'on puisse les embarquer avec nous. Sachez par contre qu'une fiche persona, elle a aussi cet intérêt. Il faut toujours se dire qu'elle peut être nourrie et renourrie régulièrement, parce qu'il y a des évolutions de comportement. Il faut vraiment les prendre en compte. C'est pareil sur la partie idée de contenu adapté. On peut avoir des idées comme ça au moment où on a élaboré sa fiche persona, et l'évolution, par exemple, d'une réglementation, de l'actu, etc., va avoir un véritable impact. Donc il faut régulièrement renourrir cette partie idée de contenu adapté. Oui, puis aussi en fonction de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Enfin, la communication, c'est aussi ça, c'est du test and learn. Donc, si on voit qu'il y a un contenu qui prend moins, forcément, c'est de l'adapter et de le faire évoluer pour que ça fonctionne, pour le coup. Ça répond à votre question. Merci à vous. Merci beaucoup.